Très bien, donc nous allons aborder la partie débat qui va consister donc à poser des questions, à demander des éclaircissements si nécessaire à notre intervenant et d'aide. Et moi, la première question que j'aimerais lui poser, c'est de savoir, il nous a fait dans son exposé, il a parlé pardon, des vaccins obligatoires en France, dans le droit français. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'au Togo aussi, il y a des vaccins qui sont obligatoires et lesquels? Exactement. Alors, les vaccins obligatoires en France résultent de l'histoire de la France, en fait. Jusqu'en 2018, les vaccins obligatoires, il y en avait trois. Comme je vous ai dit, donc diphtérie, tétanos et poliomyélite. D'accord? Donc, il y avait ces trois vaccins DTP, et je pense qu'on le connaît tous. Et en fait, ces trois vaccins ont été imposés dans les années 60 suite à une épidémie qui avait ravagé un grand nombre de populations, un grand nombre de personnes en France. On compte aux environs de 3 000 ou 5 000 personnes qui ont été ravagées, mais dans un très court laps de temps. Donc, elles ont été mises en place. Donc, vous voyez, dans les années 60, c'était encore les années où le Togo était encore sous l'égide de la France. Vous voyez, donc on copiait systématiquement tout ce qui venait de la France. C'est-à-dire que tout était calqué sur le régime politique, le régime juridique de la France. Donc, c'était les mêmes vaccins qui étaient comment dire, en application au Togo, plus d'autres vaccins qui concernaient des maladies tropicales, notamment la fièvre jaune. Vous voyez? Donc, en France, on avait 3 vaccins obligatoires et 8 vaccins recommandés. D'accord? Les 8 vaccins recommandés, je ne les ai pas en tête, mais je vous enverrai au document pour que vous le voyez. Donc, au Togo, on a strictement les mêmes, plus des vaccins relatifs aux infections tropicales, comme la fièvre jaune. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment à se casser la tête. Les vaccins obligatoires et les recommandations qui sont en application en France sont exactement les mêmes qui sont en application au Togo. En plus de quelques d'autres vaccins, comme la fièvre jaune ou d'autres vaccins dont je n'ai pas connaissance. Maintenant, depuis 2018, le fait que les 11 vaccins, c'est-à-dire les 3 précédemment obligatoires et les 8 précédemment recommandés, deviennent toutes 11 obligatoires, cela n'a pas été retranscrit de la même façon au Togo. Donc, pour l'instant, au Togo, nous avons toujours les 3 vaccins obligatoires comme avant 2018 en France et les 8 autres vaccins, 8 autres plus X vaccins qui sont recommandés au Togo. D'accord? Donc, nous avons toujours au Togo, nous avons toujours cette dichotomie-là, le vaccin obligatoire à se recommander. Alors qu'en France, cela n'existe plus. Mais attention, c'est ressorti quand même de plusieurs garanties qui assurent l'information et le consentement éclairé des populations qui doivent avoir ce vaccin. J'espère que ça a répondu à ta question. Oui. S'il n'y a pas de questions, je peux en poser une seconde. Hein. Oui, vas-y. Non, c'est de savoir que, comme nous le savons tous, hein, il y a eu, pour la vaccination contre la COVID-19, il y a eu au Togo quand même beaucoup de cafouillage entre des ministres ou des autorités qui ont soi-disant poussé des responsables à obliger des salariés à se vacciner. Il y a le cas euh, du ministre, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur, qui veut que les tenants des hôtels obligent le personnel à se vacciner. Il y a eu le cas aussi du maire d'une commune qui voulait que ces salariés se vaccinent et qui les obligeait contre le paiement de leur salaire. Exactement. Donc, ça a créé un flou dans la tête des Togolais à savoir si le vaccin est obligatoire ou pas.
Et puis, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens sortir des tests de loi qui peuvent être utilisés par le ministre pour obliger les Togolais à se faire vacciner. Est-ce que tu peux nous apporter des éclaircissements là-dessus, surtout dans quel cas le test de loi qui permet au ministre de la Santé d'obliger ou de rendre obligatoire une vaccination, d'abord savoir là-dessus, et donc pourquoi dans ce cas le vaccin n'est pas obligatoire à l'OB. Exactement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Okay. Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement un test de loi qui prévoit, qui donne compétence au ministre de la Santé de déclarer comme obligatoire certains vaccins. D'accord? Ce test de loi, c'est l'article 66 du Code de la santé publique. D'accord? C'est l'article 66 du Code de la santé publique. Mais à ce test de loi s'ajoute un autre test qui porte à confusion, c'est l'article 68. L'article 66 dit le ministre chargé de la santé rend obligatoire dans les zones menacées par l'épidémie la vaccination contre l'infection en cause lorsqu'il s'agit d'un vaccin efficace. Et l'article 68 dit la politique nationale d'immunisation est déterminée par décret en Conseil des ministres. Donc, en fait, déjà là, nous voyons qu'il y a deux compétences. Donc, il y a deux organes compétents. C'est-à-dire qu'on a d'une part un test qui donne une compétence exclusive, individuelle à un ministre, et d'un autre part, un autre test qui donne compétence collégiale au Conseil des ministres. Donc, déjà, il y a ce petit souci qui se pose. Maintenant, l'article qui prévoit la compétence du ministre, l'article ressort cette compétence de plusieurs conditions. C'est-à-dire le ministre ne peut pas, comme ça, de ex nihilo, imposer des obligations. Il faut que cela se justifie. Donc, ces justifications sont imposées par la loi. Ce n'est pas des justifications vagues, c'est-à-dire que c'est précisé par la loi. Donc, ça doit être étayé, ça doit être motivé par le ministre. Et ces justifications, sont les suivantes. C'est l'apparition ou la menace d'une épidémie, la propagation d'une maladie infectieuse, d'accord, dans un endroit et à un moment déterminé. Donc, l'apparition ou la menace d'une épidémie, ce n'est pas compliqué à comprendre, ça on peut le comprendre. En revanche, la propagation de la maladie est strictement définie, c'est-à-dire que pour qu'on puisse parler d'épidémie au sein d'une population, on a des critères qui sont définis, qui sont posés au niveau international et au niveau communautaire, qui sont qu'on passe le seuil d'épidémie à partir de 200 cas pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que sur 100 000 habitants, il faut qu'on constate qu'il y a au moins 200 cas de contamination. En dessous de ce seuil-là, on ne peut pas déclarer d'épidémie et on ne peut pas obliger la population à prendre ces vaccins de manière obligatoire. D'accord? Donc, il y a déjà cette première condition. Donc, et ensuite, nous avons la condition de l'efficacité du vaccin. D'accord? C'est le test qui le dit, c'est l'article 66 qui le dit que le vaccin, lorsqu'il existe un vaccin efficace, le ministre peut rendre obligatoire le vaccin. Donc là aussi, on a une autre obligation, une autre condition précise de la loi à laquelle le ministre ne peut pas facilement déroger. Et il faut que l'efficacité du vaccin soit apportée par les autorités compétentes pour le faire. Le problème au Togo, c'est que nous n'avons pas, nous n'avons pas d'autorité, de laboratoire qui fabrique des vaccins, et deux, nous n'avons pas des autorités compétentes pour pouvoir apprécier, d'accord, l'efficacité des vaccins. Et c'est là le gros problème, surtout dans le cas du Covid, c'est que le vaccin Covid a été fabriqué rapidement en l'espace de quelques mois, là où la plupart des vaccins sont fabriqués sur 10 ans, et on spécule sur leur efficacité, d'accord? C'est-à-dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on dit que ces vaccins sont efficaces, mais on continue d'apprendre des nouveaux effets secondaires
paralysent les gens ou qui font mourir parfois certaines personnes. Donc, on n'est pas encore dans l'établissement certain de l'efficacité de ce vaccin. Pour l'instant, on raisonne juste par rapport à la balance bénéfice-risque qu'apporte ce vaccin contre le Covid, qui permet aux autorités de continuer à vacciner les gens. Mais quant à l'efficacité certaine de ce vaccin-là, aucune autorité ne peut encore l'établir de manière certaine. D'accord? Tous les laboratoires le disent. L'efficacité, pour l'instant, est soumise, d'accord, à encore des recherches postérieures. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de données précises sur l'efficacité réelle à 100% de ce vaccin-là. D'accord? On a juste une évaluation par rapport au bénéfice-risque. Et ce bénéfice-risque permet effectivement de vacciner les personnes qui sont consentantes. D'accord? Et là, étant donné qu'on est dans une situation d'urgence, qu'on voit les effets de cette maladie qui tue les gens, la psychose permet aussi à la population d'accepter ces vaccins se basant sur les informations obtenues sur le ratio bénéfice-risque que leur présente les médecins. Voilà en gros la situation exacte du Covid actuellement. Mais au Togo, on a donc ce problème de ne pas connaître exactement l'efficacité du vaccin. Donc le ministre prend ces informations, prend ces mesures, d'accord, se basant sur les chiffres qui viennent de l'extérieur. Vous voyez? Et c'est ça, c'est un vrai problème de devoir se prononcer sur un vaccin qui n'a pas été testé sur sa population, dont on ne connaît pas l'efficacité sur sa population, pourtant d'imposer ce vaccin. C'est là le grand problème que moi j'ai identifié dans le processus de vaccination au Togo. Le fait d'utiliser des vaccins qui viennent de l'extérieur, d'imposer ces vaccins alors que nous n'avons pas de retour tangible, objectif sur l'effet de cette population, l'effet de cette vaccination sur la population. Voilà un peu ce que je peux répondre à ça. Je te remercie. Donc, oui, je laisse la parole à d'autres participants. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Edem. Vous m'entendez là ou c'est pas bon? Oui. Voilà, donc moi je pense, François, que ta question revient à se demander si l'État est en droit d'imposer, selon les circonstances, certains vaccins à la population. Oui. Ta question revient en fait à ça. Oui. Et à mon avis, je pense que oui. Oui, le gros problème dans les pays africains, dans les pays appelés des pays sous-développés, c'est qu'ils ne prennent même pas la peine d'étudier à fond les constitutions qui se sont eux-mêmes imposées. Le problème est là. Parce qu'il me semble que quelque part dans la constitution togolaise, il y a une partie qui dit que l'État est garant du bien-être et de la bonne santé des citoyens. L'État, je répète, l'État est garant de la bonne santé et du bien-être des citoyens. On peut, sur le fait de ce seul article, comment dire, on peut se servir de cet article pour imposer le vaccin à la population. Mais en amont, il faut un travail de communication très efficace, ce qui n'a pas été le cas au Togo. Oui. Mais attention, je vais juste préciser, pardon, je ne te coupe pas, Franck, juste préciser que tu as dit effectivement qu'il y avait un problème avec les maires qui prenaient des notes, les maires ou le dirigeant d'un hôtel. Oui. Je vais te dire tout de suite, François, ces mesures qui ont été prises, ces notes ne sont pas légales. La note qui a été prise par le maire ou la note qui a été prise par le responsable de cet hôtel-là sont illégales. Pourquoi? Parce que comme je viens de le montrer dans la pyramide des normes, le maire, déjà, les décisions qui sont prises par le ministre s'imposent au maire. D'accord? Si le ministre ne décide pas de rendre le vaccin obligatoire, c'est-à-dire que ne précise pas expressément dans sa note que ce vaccin est obligatoire, sinon vous allez subir des sanctions,
aucun maire ni aucun responsable d'hôtel ne peut aller plus loin dans la réglementation que le ministre. Vous voyez? Donc, cette prise de décision qui a été faite par le maire de Golfe 5 là est illégale en soi parce qu'elle empiète sur la compétence du ministre. Seul le ministre est en droit d'obliger un citoyen à se vacciner. Le maire n'est pas en droit de le faire. Le maire est en droit de se conformer à ce que dit le ministre, au décret du ministre. Le maire ou le responsable de l'hôtel est obligé de se conformer à cela. Mais si un maire constate que le ministre ne prend pas de décision claire ou de décision assez stricte, il ne peut en aucun cas le faire. Et c'est vrai que là, ça m'amène à me poser la question, est-ce que ce maire ou ce responsable d'hôtel n'ont pas été dans une attitude de provocation afin d'inciter les ministres à prendre des décisions claires? Vous voyez? Parce que ça m'étonnerait que ces maires et ces responsables ne soient pas au courant de comment fonctionne la constitution togolaise ni la loi togolaise. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de compétences sanitaires et qu'ils ne peuvent en aucun cas obliger, d'accord, leurs employés à prendre le vaccin. Parce que d'une part, ils violent la constitution, ils violent les droits fondamentaux des individus, notamment le droit au consentement, le droit à l'information, parce que s'ils veulent obliger les gens à se vacciner, il faudrait qu'ils leur fournissent toutes les informations sur les vaccins en cause. Ils ne peuvent pas le faire. Ils violent ensuite le secret médical. Le secret médical est consacré par la loi togolaise. Donc, il n'y a pas à se débiner là-dessus. Aucun professionnel de santé ne peut communiquer d'informations sur la santé des employés au maire. Vous voyez? Donc, le maire ne peut pas obliger ses employés à lui présenter des certificats qui attestent qu'ils se sont vraiment vaccinés. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs choses qui sont violées, il y a plusieurs notions et plusieurs prérogatives que le maire s'est octroyé et qui n'est pas en droit de faire. Donc là, clairement, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Le maire et le responsable de ce hôtel ne sont pas du tout compétents pour obliger leurs employés à se vacciner. La loi togolaise le dit, la constitution togolaise le garantit, la loi communautaire, c'est-à-dire la loi de la CEDEAO, le dit, c'est-à-dire que la CEDEAO émet des recommandations qui invitent non pas les autorités décentralisées à poser l'obligation vaccinale, mais plutôt les autorités centrales, c'est-à-dire le gouvernement. Seul le gouvernement peut, sous la surveillance du Parlement, poser une obligation vaccinale. Et puis là où aussi il y a, comment dire, le maire commet une grave faute, c'est que il faut dire que dans le domaine médical, responsabilité rime généralement avec, comment dire, culpabilité. Responsabilité rime avec culpabilité. Si il s'est fait que il y a un gouvernement quelconque vient à imposer la vaccination, c'est que ce gouvernement accepte d'endosser la responsabilité qui est celle des fabricants. Exactement. Qui est celle des fabricants des vaccins. À partir du moment où un maire, ce qui est déjà illégal, tu as dit, veut rendre la vaccination obligatoire, c'est qu'elle s'arroute de cette responsabilité. Exactement. Il y a un transfert de responsabilité, effectivement. Un transfert de responsabilité, oui, qu'elle endosse sans savoir vraiment les conséquences. Exactement. Que cela implique. Voilà. Sur ce point-là aussi, il faut que nous insistions là-dessus
pour que nos compatriotes sachent que quand on endosse une responsabilité telle que celle qui est la responsabilité vaccinale, c'est que l'État se dit responsable de tout ce qui peut arriver des personnes vaccinées, aux personnes vaccinées. Exactement. Voilà, donc c'est un point quand même que j'aurai d'ailleurs l'occasion de développer dans une prochaine présentation. Voilà. C'est ton sujet pour la prochaine fois. Tout à fait. Tout C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas étendu non plus sur la fabrication des vaccins, parce que j'avais abordé la question de la responsabilité du laboratoire. Et ça, je pense que c'est comme tu t'es chargé du traiter, je te laisse faire. C'est vrai que les différents thèmes tentent d'empiéter l'un sur l'autre, mais il faut faire le distinguo pour ne pas aller dans un centre autre, quoi, je voulais dire. Exactement. Dans tous les cas, il y aura tous des aspects qui vont quelque part se chevaucher, puisque c'est une transition, en fait. On fait un travail de transition. Donc, ça va toujours se chevaucher. Et je voulais aussi demander à Eden, si dans tes recherches, toujours par rapport au Togo, est-ce que tu peux nous situer aujourd'hui sur la politique vaccinale au Togo? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une politique vaccinale définie qui est suivie au Togo, en dehors de la vaccination contre la COVID, puisque moi, je me rappelle quand on était enfant, l'État avait une vraie politique vaccinale où on venait même dans les écoles nous vacciner contre notre gré. Il y avait des pistolets, on nous vaccinait à l'école. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours, parce que nous qui sommes un peu éloignés du terrain, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une politique vaccinale bien définie, surtout pour la petite enfance? Alors, après mes recherches, concernant mes recherches, tout ce que j'ai pu trouver, moi, en ligne, notamment sur les sites officiels, actuellement, nous n'avons pas de politique vaccinale suivie au Togo. La plupart des soins préventifs, notamment pour la petite enfance, est gérée est prise en charge des ONG. D'accord. Vous voyez, l'État n'est plus aux manettes dans la gestion de la politique vaccinale, notamment des enfants. Le seul regain d'intérêt qu'on a pu observer par le gouvernement paraît seulement avec la crise Covid. C'est seulement avec la crise Covid où l'OMS recommandait à tous les États africains à mettre en place des mesures et des institutions de suivi de la crise, de suivi de crise, que nous avons pu apercevoir, voir pour la première fois depuis très longtemps. Donc, cette remise, cette prise en charge vaccinale par les autorités togolaises. Jusque-là, nous avions juste des politiques éparses qui ont été prises par ces autorités. Attendez, excusez-moi, 2 minutes. Je reviens. Nous n'avons jusque-là que des politiques éparses. Nous n'avons pas du tout de politique suivie de vaccination. Il n'y a que dans le cadre de la COVID qui sévit que nous avons maintenant des institutions qui sont précises. Sinon, nous avons des institutions qui ont été mises en place, des comités techniques de suivi de la vaccination, de sensibilisation de la population. Mais ayant cherché sur les sites officiels, je n'ai trouvé aucune production de documents de la part de ces comités-là. Le seul comité dont j'ai trouvé une production qui date récemment d'une semaine, c'est le comité de suivi de la crise Covid. C'est la seule qui a pu fournir de la documentation, et encore avec un petit paragraphe qui porte sur la vaccination Covid. D'accord? Sinon, était notamment chargé de récolter le nombre de cas de Covid, le nombre de guérisons, le nombre de
de tests qui ont été faits par le Togo. Il faut comprendre aussi que ce sont des choses qui ont été imposées par l'OMS pour pouvoir bénéficier des aides internationales d'accompagnement dans la crise Covid. Raison pour laquelle on a pu avoir un traitement rapide et clair par les autorités. Donc, en fait, je crois que Cédam peut nous donner beaucoup plus de précision. Donc, il n'y a pas de carnet de vaccination exigé quand on se trouve en France. Nous n'avons pas plus de cas de vaccination, notamment surtout dans les écoles publiques, puisque j'ai une connaissance qui est directeur d'une école publique à Lomé. Ces gens de carnet de vaccination qui suivent les élèves, nous n'avons plus cela. On a plutôt l'impression d'un désengagement progressif de l'État par rapport à la santé des enfants, et notamment dans les écoles publiques. Parce qu'il faut savoir que la politique de vaccination, certes, concerne dans un premier temps les enfants. Au Togo, il y a les obligations vaccinales imposées pour les enfants de moins d'1 an. À ce vaccin, il faut faire des rappels, d'accord? Oui. Et les rappels s'étendent jusqu'à l'âge de 13, 14, on va dire jusqu'à 15 ans. Comme ici. Comme ici. Donc, il faut un suivi, il faut donc un carnet, et il faut un suivi médicalisé de chaque enfant qui prend un vaccin dès le bas âge et qui ensuite doit revenir pour faire. Et cela, je sais qu'avant, nous tous, quand on était enfants, personne qui arrivait à l'école et qui nous vaccinait, oui, avec le consentement de nos parents, bien sûr. Mais il faut croire qu'actuellement, ce système n'est plus aussi fluide et aussi efficace qu'avant. Donc, en gros, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Non, mais c'est même pas. Vous aurez dans les écoles publiques. Même pas une politique aujourd'hui vaccinale avec une obligation de vacciner les enfants dès le bas âge jusqu'à certains. C'est grave. C'est grave. Dans les écoles publiques à Lomé, actuellement, auprès des personnes que moi j'ai pu me renseigner, il n'y a pas de politique de vaccination des enfants de bas âge comme nous avions d'antan à notre époque. Peut-être dans les écoles privées, j'ai moins d'informations de ce côté-là. Ça ne devrait même pas une question de privé ou de public. De public, oui. Oui. Bon, je pense que c'est aussi parce que la plupart de ces maladies pour lesquelles nous vaccinait et pour lesquelles nous avions des carnets sont considérées aujourd'hui comme éradiquées. Hein. C'est pour ça que ce genre de disposition... Ça peut être une... Ouais. Moi, j'avais une question. Donc, on est tous d'accord hein, que ni au Togo ni en France, pour le moment, en tout cas, on n'est pas dans un régime d'obligation vaccinale. Et les quelques tentatives qu'on a qualifiées ici d'illégales le sont notamment du point de vue d'une disposition de droit qui est le secret médical. J'aimerais savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe autour de cette affaire de passeport vaccinal. Est-ce qu'on n'a pas, mais cette fois-ci au niveau directement du décideur, là aussi une tentative, une atteinte au secret médical? Et comment se passe le débat là-dessus en France, par exemple? Est-ce que tu as des indications là-dessus? Alors, je n'ai pas beaucoup approfondi le sujet, mais de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu obtenir comme information, le passeport médical, le passeport vaccinal en France n'est fondamentalement pas vraiment différent du carnet de vaccination que nous avions avant. D'accord? C'est-à-dire qu'il vise à répertorier tous les vaccins obligatoires et même recommandés que nous faisons et assure les rappels nécessaires. Mais il faut savoir que la loi française prévoit la protection des données médicales, d'accord, transmises dans le cadre de passeports électroniques. Donc, il y a un test aussi qui le prévoit en France. Okay. Donc, les personnes c'est-à-dire les hébergeurs de données qui traitent ces informations-là,
sont soumises à une obligation de confidentialité qui fait que si jamais ces informations se retrouvent divulguées, ils engagent leurs responsabilités et peuvent être poursuivis par l'État. Donc, là, c'est très encadré en France. Le passeport vaccinal, pour l'instant, est très encadré en France. Il faut savoir que le passeport vaccinal pour la COVID ne va concerner que le vaccin de la COVID. D'accord? Et pour l'instant, ça n'est pas obligatoire parce que il y a beaucoup de personnes qui se lèvent contre l'obligation de ce vaccin. Donc, pour l'instant, c'est dans le régime de la recommandation, c'est-à-dire que c'est limité, c'est soumis à la liberté de la population. Et les personnes le prennent s'ils veulent. Mais en revanche, s'ils ne le prennent pas, il faut qu'ils se soumettent à des tests de vaccination, des tests PCR pour établir qu'ils ne sont pas contagieux ou porteurs de la maladie. D'accord? Au Togo, je n'ai pas beaucoup d'informations concernant le passeport vaccinal et je ne pense pas qu'il y ait actuellement un débat là-dessus parce qu'il faudrait d'abord qu'on ait assez de vaccins pour pouvoir vacciner les personnes et ensuite avoir un objectif de couverture. Seulement de cette couverture vaccinale qu'on peut demander aux gens d'avoir un passeport vaccinal. En France, l'objectif est clair, c'est d'avoir à partir du mois de juin, on va abaisser l'âge de vaccination, c'est-à-dire que les personnes à partir de 18 ans peuvent se vacciner contre la Covid. Donc, l'objectif à terme, c'est d'atteindre les 70% de couverture vaccinale. D'accord? Et il faut savoir qu'une fois qu'on a atteint 90% de couverture vaccinale, étayé, hein, qu'on a bien mesuré, qu'on a vu qu'on a atteint 90% de couverture vaccinale, on considère que l'épidémie ou la maladie est vaincue. Donc, à partir de là, on n'oblige plus les personnes à se vacciner. Edem, je pense qu'il n'y a pas une tentative de la part des compagnies de voyage à l'imposer. Mais ça, ce n'est pas en France. Oui, c'est pas en France, oui, je sais, oui. Non, en France, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Je sais qu'en France, ils n'ont pas le droit de le faire, mais bon, disons que nous vivons dans un monde globalisé. Et si, bon, moi, en tant que Français, je vais demain me rendre dans un pays où le passeport vaccinal est exigé. Comme l'Israël, par exemple. Voilà, comme Israël, voilà. Et dans ce cas, bon, on ne sait pas trop quoi. Il va y avoir une vue, on ne saura pas comment se débrouiller dans ce cas-là. Tu es d'accord? Oui, là, je suis d'accord. Là, dans ce cas, c'est un pays qui impose ses lois et pour y rentrer, il faudra se conformer à ces lois-là. Parce qu'il faut savoir que le passeport vaccinal, tout ce qui est obligation vaccinale, doit être justifié. C'est-à-dire que c'est justifié aussi bien par la sévérité de l'épidémie, mais aussi par des considérations de santé publique. C'est pour l'intérêt de la collectivité. Ce n'est pas juste un caprice, c'est vraiment dans l'intérêt de la collectivité. Donc, si on considère que le fait de ne pas être vacciné risque pour la santé publique israélienne, je pense que personne ne peut y déroger. Même si tu es contre les vaccins, arrivé à la frontière, si on te dit que pour des raisons de santé publique, on ne laisse rentrer personne qui n'est pas vacciné, tu ne pourras pas rentrer, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça se justifie une fois que on sait que le niveau de couverture vaccinale ou bien le niveau de cas dans les pays est assez faible? Est-ce que ça se justifie? Et je pense que c'est ce qui est en débat actuellement au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne. Le passeport vaccinal, si je peux ajouter quelque chose, le passeport vaccinal, comme l'a dit Eden, ne concerne que la vaccination contre la COVID-19. Donc, ça ne regroupe pas l'état vaccinal de la personne. Ça ne permet pas de savoir si on est vacciné contre le tétanos ou la fièvre jaune, etc. Donc, ça ne concerne que la vaccination contre la COVID-19. Et c'est l'Europe qui, à un moment donné, a voulu l'instituer, mais ça n'a pas fait l'unanimité
parce que dans tous les pays européens, la politique vaccinale, c'est-à-dire que le taux de vaccination n'est pas le même. Donc, du coup, ce n'est pas les gens qui ne veulent pas, mais c'est que les États n'ont pas mis en place des politiques vaccinales ou bien une procédure qui permet rapidement aux gens de se vacciner. Donc, cette inégalité a empêché certains, au niveau européen, d'accepter ce passeport vaccinal. Et quand même, il y a des pays qui sont pour, parce qu'il y a des pays qui ont un taux de vaccination assez élevé qui, eux, sont pour. Mais par contre, au niveau de certains pays peuvent, dans leur politique sanitaire, imposer à des étrangers qui rentrent sur le territoire de disposer d'un passeport vaccinal. Il y a des pays aujourd'hui qui essayent de le mettre en pratique. Même la France le prévoit. Si nous avons suivi la déclaration du président Macron la semaine dernière, il est dans les tuyaux. Il est dans les tuyaux que d'ici juillet, en France, pour entrer dans certains lieux tels que les théâtres ou les musées, il sera demandé un passeport vaccinal ou à ce que les gens prouvent qu'ils ont fait la maladie. Mais pour répondre à Franck concernant des pays qui ont un taux de couverture assez élevé, mais qui existent toujours, comme Israël, malgré qu'Israël, ils ont quand même dépassé, aujourd'hui, il y a pratiquement plus de morts de la COVID, c'est que jusqu'à aujourd'hui, malgré la vaccination, on n'a pas une maîtrise totale de cette maladie et surtout de la mutation des variants. Donc, à chaque fois qu'il y a des variants qui apparaissent, ça remet en question beaucoup de choses. Par exemple, actuellement, c'est le cas du variant indien. On ne sait pas aujourd'hui si les vaccins déjà que nous avons en circulation sont efficaces contre le variant indien qui tue beaucoup d'Indiens actuellement. Donc, la non-maîtrise et même du fonctionnement du virus, de sa mutation, ou bien des cas, il y a eu aujourd'hui des gens qui sont vaccinés, mais qui ont fait la COVID-19. Hein. Il y a des cas rares comme ça. Il y a des gens qui l'ont fait 2 fois. Il y a des gens qui ont déjà été atteints du virus, mais qui ont refait encore des rechutes. Donc, en fait, cette complexité à maîtriser le virus dans son fonctionnement et aussi de l'efficacité du vaccin fait que même des pays qui ont quand même un taux de vaccination assez élevé imposent quand même aux nouveaux venus, à ceux qui rentrent sur le territoire, de disposer d'un passeport vaccinal. Exactement. Et effectivement, en France, ce qui est quand même imposé, ce qui est susurré par le président Macron, ce n'est pas quand même d'imposer le passeport vaccinal à l'entrée de certains lieux. C'est-à-dire qu'il le dit, mais il prévoit quand même un tempérament. C'est-à-dire que c'est fortement recommandé, mais si vous ne l'avez pas, vous devez quand même prouver que vous avez un test négatif. En fait. Vous voyez? Donc, le passeport vaccinal, je pense que ça pose un vrai problème là, actuellement, et qu'on a besoin de beaucoup de pédagogie pour pouvoir avoir l'adhésion des personnes. Mais c'est vrai que le président en a parlé, mais ça ne sera pas vraiment obligatoire. Hein. C'est plutôt fortement recommandé, ce n'est pas l'obligation. Oui, c'est ce que je dis. Je pense que tant qu'on n'est pas dans de l'obligation vaccinale, le passeport vaccinal ne peut être que recommandé. Il ne peut pas être imposé parce qu'il porte atteinte au secret médical. C'est soit tout le monde se vaccine et là, il n'y a plus de secret. Mais l'imposer, à moins qu'il trouve une astuce, ça risque d'être compliqué. Mais en fait la subtilité, c'est qu'on ne va pas l'imposer. Ce ne serait pas imposé, hein? Mais des États peuvent demander à ce que tu l'aies avant de rentrer dans le territoire. C'est ça le problème. C'est que tu n'es pas obligé d'avoir le passeport, mais il y a des États qui vont te demander, te dire, mais si tu ne l'as pas, tu ne viens pas. En fait, c'est une forme déguisée de te pousser à faire la vaccination. De te forcer à le faire. Soit tu ne fais pas la vaccination et tu restes chez toi, mais quand tu veux te rendre dans certains États aujourd'hui, tu es obligé de l'avoir.
Donc, tu vois, c'est ça. C'est Ouais, comme ouais. aujourd'hui, il est imposé d'avoir, même au Togo. Aujourd'hui, si moi je veux Oui, venir en vacances, je dois faire le test à l'aéroport. Ouais. Ouais, ça, c'est obligé. Donc, du coup, il y a des choses, il y a des obligations, je dirais, un peu détournées qui t'imposent à faire des choses alors que, bon, tu n'as pas envie de le faire. Bon, je ne suis pas encore vacciné, je ne suis pas encore prêt à le faire. Mais si demain, du coup, ça me bloque, si demain je veux aller dans certains pays, comme Israël, où j'ai ma nièce, une nièce qui vient d'Israël, je suis obligé de faire, le vaccin. Voilà un peu la subtilité dans cette obligation un peu détournée. mais Est-ce que, un est-ce que, élément quand même. est-ce qu'Israël est dans un régime d'obligation? Est-ce que le vaccin est obligatoire chez eux? Non, ils sont Non, pas même obligés de le pas? Non, faire. Ok, Mais mais eux, ils obligent les étrangers qui viennent quand même de montrer qu'ils ont fait le vaccin ok, ou bien ok. qu'ils ont été, voilà. Ils n'obligent personne à disposer d'un passeport vaccinal. Mais aujourd'hui, comme ils ont atteint un taux élevé de vaccination où il y a Ok, plus de morts ok, pour protéger leur population, ils obligent quand même, quand tu rentres sur le territoire, de prouver que tu as fait la COVID ou bien tu as un passeport ou que tu t'es vacciné. Voilà. ok. je voudrais rajouter quand même que l'obligation vaccinale n'est quand même pas. Aïe, ça a coupé. Vous êtes là? On Ah oui, t'écoute, on oui, t'écoute, oui. hein, on t'écoute. Ok. Ça a coupé chez moi, mais je suis revenu. Ça marche. Non, je voulais rajouter que l'obligation vaccinale, telle qu'on l'entend, n'est pas vouée à être définitive. Vous voyez, comme je l'avais dit dans mon exposé, l'obligation vaccinale est limitée aussi bien dans le temps, dans la matière et dans la compétence. Et justement, une obligation vaccinale est posée, il y a normalement des comités de suivi qui évoluent, enfin qui évaluent au fur et à mesure du temps la couverture vaccinale du vaccin en cause. Et une fois qu'on a atteint une couverture vaccinale suffisamment importante et qu'on constate que les maladies combattues ne sévissent plus de manière importante dans le pays, cette obligation est largement atténuée, voire remise en cause. C'est le cas, par exemple, de la fièvre jaune. La fièvre jaune, au départ, je pense au Togo, pour aller au Togo, c'était obligatoire. Mais au fur et à mesure, il y a eu des études qui ont montré que cette obligation ne se justifiait plus. Parce qu'on n'a plus vraiment une situation épidémique. Épidémique, oui. Voilà, au Togo. Donc, au fur et à mesure, cette obligation s'est atténuée et aujourd'hui, même sans le vaccin de la fièvre jaune, vous pouvez passer l'aéroport au Togo, rentrer tranquillement. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça le problème en Afrique et surtout au Togo, c'est qu'on n'a pas de comité de suivi, on n'a pas d'organe de suivi de l'efficacité des vaccins dans le temps. Sinon, ça nous permettrait d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir décider de quel vaccin nous supprimons de la liste des vaccins obligatoires ou pas. C'est quelque chose d'essentiel. J'ai eu une autre intervention qui n'est pas vraiment une question, c'est que ce genre d'exercice-là me permet de me rendre compte un peu de l'importance vraiment de connaître et de l'utilité que la bonne maîtrise des tests peut avoir. C'est qu'en réalité, quand il y a quelque temps, un certain ministre s'était permis de menacer les gens à propos de ces affaires de vaccins, en fait, sa légèreté lui faisait tomber sous le coup de la loi en réalité. Et les gens auraient bien maîtrisé ce qui était permis ou pas. Ils auraient peut-être mieux réagi. On n'aurait peut-être même pas, parce que la réaction a consisté essentiellement à répondre au ministre en ligne, à lui dire que ce n'est pas correct de menacer les citoyens, mais on aurait pu l'attaquer parce qu'il il porte atteinte à plusieurs dispositions de droit en agissant de la sorte. Mais ce qui pose toujours le problème de la connaissance, de la maîtrise
des droits des citoyens. Et je crois Mhm. qu'aujourd'hui, dans nos pays, les autorités se permettent de faire des choses parce que je pense que les gens ne maîtrisent pas les lois. Les gens ne sont pas informés sur la constitution de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un test aux Togolais qui ont déjà lu la constitution ou bien qui connaissent leur constitution. Il y en aura très peu. Il y en a qui ne connaissent pas les lois, qui ne connaissent pas les droits, qui ne connaissent pas les obligations de l'État. Du coup, tout passe. Et tout passe et ça ne choque pas. Ça ne choque même pas que, voilà, qu'il y a de telles choses qu'on peut se permettre. On parle de ces cas pour la vaccination, mais dans le quotidien des Togolais, lister le nombre de violations des droits, des violations des lois, de l'incompétence de l'État, alors que les populations ne réagissent pas du tout. Et c'est intrinsèquement lié au fait que les gens ne connaissent pas. Et ça, c'est très important, qu'il y ait dans la population des gens qui se lèvent et qui aident les populations à connaître les lois, leurs droits et aussi leurs devoirs. C'est important, il faut que ce soit dans les deux sens, leurs devoirs aussi. Et ça, c'est un gros travail qui reste à faire. Et vraiment qui reste à faire. Et je crois que nos États se permettent ce genre de choses parce qu'ils savent que les gens ne savent pas. Donc, du coup, bon, ils vont... il y a des choses aujourd'hui qui nous choquent quand nous jetons un regard sur notre pays, le Togo. Mais des fois, quand tu discutes avec les Togolais eux-mêmes, ils ne sont pas du tout choqués. Les gens vont même te le justifier. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Mais alors qu'on peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est important. Les aider à... C'est-à-dire qu'on leur prête tellement de crédit. Ouais. On prête tellement de crédit aux autorités parce qu'ils sont censés avoir le savoir. C'est ça. Donc, on leur passe tout. C'est dommage. Et ils en abusent aussi, c'est ça, de cette autorité. Donc, renforcer... vas-y, Franck. Non, c'est non, je t'en prie, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut renforcer il faut aider les populations à être plus au fait, mais aussi renforcer leur capacité à être procédurier. Surtout, il faudrait qu'il y ait des relais pour que du moment que la population sait que là, l'État va trop loin, la population puisse attaquer l'État. Et c'est peut-être ça aussi qui manque, des associations d'avocats, de la société civile qui peut mobiliser du droit. C'est peut-être pas si simple que ça sur le terrain. Et je pense que c'est cette capacité-là aussi qu'il faut un peu doper pour que les gens, une fois qu'ils sont au courant, puissent aller plus loin que juste se plaindre. Ça, c'est très important. Je trouve que, et je le mets souvent dans mes publications, je crois qu'il n'y aura jamais un véritable état de droit lorsque le droit n'est pas au cœur du système. Et dans les deux sens, hein, au niveau des citoyens comme au niveau de l'État. Et ça, c'est le travail que doit faire obligatoirement. Je le mets toujours sur le cas des intellectuels parce que je sais que quand on prend la France ou bien l'Europe, le devenir de cette nation a été fomenté par ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Et c'est ça qui a permis beaucoup de choses, la Révolution française, les constitutions nationales, c'est ça qui a jusqu'aux États-Unis. Voilà, donc il faut vraiment donner que les gens puissent faire l'effort d'apprendre à nos concitoyens ce que c'est que le droit, ce que c'est que leurs droits, leurs devoirs, ce que c'est que les prérogatives de l'État. Aujourd'hui, par exemple, et je m'étonne des fois quand il y a par exemple, il y a des problèmes dans certaines communautés qu'on demande aux autochtones d'y faire face. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il y a des fois, je lis, oui, mais où sont les cadres de cette communauté? Où sont les cadres de ce pays? Je m'étonne. Pourquoi, lorsqu'il y a des problèmes qui relèvent du droit de l'État, moi, je suis d'Atapamé, pourquoi, lorsqu'il y a un problème d'Atapamé, c'est à nous d'aller résoudre ce problème-là? Non, on n'a pas. Il n'y a aucune obligation, aucun test qui dit que lorsque dans notre population, il y a des problèmes liés à l'école, liés je sais à quoi,
que ce sont les natifs d'Apamé qui doivent s'organiser pour aller résoudre ce problème-là. Mais c'est Exactement. ancré dans les mémoires, dans la tête de nos compatriotes. Oui, où sont les machins? Et aussi, des gens le font. Même les gens de la diaspora le font. Et on dédouane l'État de ses prérogatives. Donc, tout ça, Exactement. c'est un travail qu'il faut faire pour que l'État soit un État responsable. C'est rien, il faut qu'ils soient responsables. Ils sont là pour ça, ils sont élus pour ça. C'est leur devoir. C'est comme quand tu es chef d'entreprise, tu as un devoir envers l'État, envers tes salariés, Oui, et tes clients. Et tu ne vas pas à chaque fois dire oui, mais ce sont les clients qui font ça. Non, non, c'est toi le responsable. Donc, cette notion de responsabilité de l'État reste un travail à faire, un travail très important à faire. Et je ne sais pas comment on peut arriver. C'est pourquoi tout ce que nous faisons là, c'est pourquoi je dis encore une fois que c'est dommage qu'on ne le fait pas en live, parce que ce sont des choses qui oui. peuvent contribuer à nos compatriotes de glaner encore quelques connaissances et de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est de l'État et qu'est-ce qui n'est pas de l'État. D'ailleurs, je voulais justement pointer du doigt un problème précis, c'est le problème du consentement. Donc, c'est vrai que cela, nous ne le savons que très peu, surtout au Togo. C'est que pour accepter les vaccins, même, c'est dans la loi, hein, c'est écrit dans la loi, le récipiendaire du vaccin doit donner son consentement éclairé. C'est le récipiendaire qui doit donner son consentement. Ce n'est pas un parent. Quand je parle là, je parle de personnes majeures. Hein. Ce n'est pas un parent, ce n'est pas un ami ou bien une autorité villageoise qui va dire oui, mais vous pouvez y aller, c'est mes enfants ou bien c'est ma famille, allez-y, vaccinez-les. Je pense que si on arrive à faire passer ça auprès de la population, que tous les soins médicaux, tous les actes médicaux, ça, c'est de leur seule responsabilité, dehors des mineurs, bien sûr. Les mineurs, bien sûr, relèvent de l'autorité de leurs parents et c'est les parents qui doivent. Mais parfois, les parents sont aussi peu informés que les mineurs. Donc, parfois, les parents s'en remettent aux amis, aux conseillers un peu inofficiels qui leur disent allez-y, faites-le. Moi, je te garantis que ça va être bien. Et ça, c'est vrai que c'est un problème vraiment important. Il faudrait qu'on fasse passer ce message que le consentement à chaque vaccin, à chaque acte médical doit être personnel et qu'on doit, pour pouvoir donner ce consentement, obtenir toutes les informations nécessaires sur le côté positif, sur les bénéfices et les risques de cet acte médical. Et c'est vrai qu'on le dit pour les vaccins, mais on peut le dire aussi pour tous les soins qui sont pratiqués dans les hôpitaux, où parfois j'entends qu'on pratique des soins un peu expérimentaux sur les gens. C'est la même chose, c'est-à-dire que le consentement est quelque chose d'important et nous devons faire en sorte que les personnes puissent être assez autonomes pour exiger d'avoir les informations. Toutes les informations avant de se prononcer avant d'accepter ou non les vaccins. Et cette Voilà. exigence dont tu parles, ça relève quelque part aussi de la connaissance de la loi. Et je parie que Voilà. le maire a la décision de subordonner le paiement du salaire à la vaccination. Je parie que ce maire peut-être ne connaît même pas Il ne connaît pas la loi. Non, non. Il ne peut-être connaît pas la même pas la loi. loi. Lui, il a pris cette Que, décision pour garantir déjà son poste, un plaisir à la ligne qu'il défend, à la ligne voilà. politique qu'il défend. C'est tout. Et ça s'arrête là. C'est vrai. C'est ça. Le problème est là. Je me rappelle, il fut un fait divers, si vous vous rappelez, je vais faire le parallèle, vous voir que c'est facile à comprendre. Et après les élections, les dernières élections qui ont vu Agbéoumé, bon, gagner ou pas gagner, je ne sais pas, on ne peut pas revenir dessus. Il y a eu un maire avec un comédien qui ont pris l'initiative d'aller faire du tapage devant la demeure de Monseigneur Koudjou. Ah oui, oui. Quand on lui avait posé la question, parce que de savoir s'ils ils reconnaissent, comment dire, l'importance, c'est-à-dire les conséquences de ce que leurs gestes peuvent apporter, il a dit non, 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 nous on a fait ça comme ça, pour plaisir au gouvernement, ils ont dit.
Voilà. Et c'est sur une initiative privée. Donc, la plupart comment dire, de nos dirigeants méconnaissent, ils méconnaissent ce que c'est que la loi. Ils ne savent pas. Exactement. Ils ne savent pas. D'où, moi, je veux aller dans le sens de Sénamé. Si on peut mettre à disposition, trouver un moyen de mettre à disposition de la population défavorisée, des avocats qui peuvent les aider dans tous les faits de la vie où ils seront confrontés à la justice, ce serait une très bonne chose. Parce que c'est un frein au développement de nos populations, le fait qu'ils ne puissent pas rester en justice. Exactement. Parce que la plupart n'ont pas ce moyen. L'aide juridique, je ne sais pas si ça existe au Togo, l'aide juridictionnelle, je ne sais pas si ça existe, je ne pense pas. Donc, il faut que nous réfléchissions sur comment implémenter ça au Togo. L'aide juridictionnelle à la population pour les aider à... Franck, moi, je crois que tu as soulevé un aspect du problème, c'est la non-connaissance des lois ou bien des règles. Mais je crois aussi que ce sentiment est nourri aussi par l'impunité. Parce qu'il y a des fois où il y a des gens qui connaissent la loi, mais qui violent les lois. Hein. Il y a, quand tu vois, par exemple, comment le journal Alternative a été fermé, on ne peut pas dire que la HAC, la haute autorité, ne connaît pas la loi. Oui. Quand tu vois des fois comment on rend certaines justices au Togo, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas la loi. Donc, je crois qu'il y a cette méconnaissance de la loi, bien sûr, mais aussi la culture de l'impunité qui permet à certaines personnes au Togo de se considérer au-dessus des lois et considérer qu'eux, ils peuvent tout faire parce que derrière eux, ils ont l'État. Donc, je crois qu'il y a un mélange des deux. Même si on mettait des avocats, ou bien même si on payait même de très loin aujourd'hui des avocats en mettant une aide juridictionnelle, les avocats, eux, ils vont défendre. Mais si les autorités qui doivent dire la loi, eux, ils piétinent la loi, on aura beau avoir des avocats, ça n'irait pas loin. Donc, l'effort doit être fait aussi, je ne sais pas comment, mais à ce qu'on revienne dans un État où la justice aussi joue son rôle, où il faut avoir aussi des juges qui sont des magistrats qui ont aujourd'hui aussi, comment dirais-je, indépendants, tout simplement. Qui aiment leur pays, qui prennent des risques, qui aiment leur pays. Le problème, c'est que de façon isolée, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si aujourd'hui, nous arrivons à avoir 3, 4, 5 magistrats ou bien juges qui décident d'être du côté du peuple, ça va quand même faire bouger les lignes. Parce que si c'est une seule personne, elle sera arrêtée, voilà. Mais s'il y en a quand même beaucoup, on ne peut pas décimer toute une justice pour ça. Donc, le travail, il est là. Il est là, c'est-à-dire qu'on doit avoir du côté des avocats, mais on doit avoir aussi d'un côté les juges. Exactement. Et, Franck, pour revenir sur un point précis de ce que tu as dit, le maire, effectivement, qui demandait à ce que ses employés paient les vaccins, il y a un article précis dans le Code de la santé publique du Togo qui dit que les professions ou les professionnels qui sont obligés de se vacciner du fait de leur profession, c'est-à-dire qu'ils présentent des risques de contamination, s'ils se vaccinent, c'est à charge, les coûts sont à charge de leur employeur. Donc, tu vois, là aussi, le test est clair, la loi est claire là-dessus. Et pourtant, on le viole quand même de manière éhontée, quoi. Oui, je te demanderai de mettre le lien de ces tests dans l'application sur YouTube ou sur Facebook, sur le plateforme, afin que ceux qui désirent aller la consulter puissent s'imprégner, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est l'article 67 du Code de la santé publique. Donc, mais je le rajouterai. Je l'ai mis, je le rajouterai. Bon, on va peut-être penser à passer aux questions d'actualité, aux autres questions, si vous en avez.
Moi, j'avais évoqué dans les autres questions. Si vous en êtes d'accord, j'arrête donc l'enregistrement. Ah oui. OK.